DIP aux successions. Constat fait par le président du Congrès des notaires, sur le 115e congrès consacré au DIP. À peu près 6,5 M d'étrangers qui vivent en France, 2,5 M de Français expatriés. Pour 60% ils ont des biens à l'étranger. Ça conduit à une internationalisation que le notaire doit anticiper. Pour les successions internationales, notre but sera principalement de désigner la loi applicable à la succession. Il y a d'autres questions en périphérie, notamment la circulation des actes notariés, par exemple si je liquide une succession contenant des biens à l'étranger, comment s'assurer de l'efficacité de mon acte? Tous les États ne connaissent pas le notariat. Enfin, il y a un nouveau document, le certificat successoral européen, CSE, que délivre le notaire. Il faut d'abord savoir quelle règle de droit va fonder notre recherche. Également, déterminer la source de la règle de conflit de loi ou de juridiction. Pour déterminer la loi successorale, il faut résoudre un conflit de loi. Pour cela il faut utiliser une règle de conflit, mais quelle est la source de cette règle de conflit? Il y a le DT commun, DIP tel qu'élaboré depuis des décennies, notamment à partir de l'article 3 du Code civil. Pour le DIP commun, on a plusieurs textes qui fondent les solutions, article 3 al 2 du Code civil. Mais dans le Code civil, il y a également d'autres dispositions qui vont intéresser le règlement des successions internationales, comme l'article 710-1, 720, 913, 921. On n'aura pas forcément le temps d'évoquer toutes ces règles de droit commun. Pour les règles de compétence juridictionnelle, c'est dans le CPC, article 45 pour la compétence de principe en matière successorale. Pour la circulation des AA, ou le CSE, ce sont les articles 509-1 et S du CPC qui nous intéresseront. Également les articles 1381-1 et S du CPC. On n'appliquera le droit commun que si aucune convention ou règlement n'est applicable. Parmi les autres sources de règles de conflit, on a des conventions. Notamment la de 1961, sur la loi applicable à la forme des testaments. En dernière page du document on a des extraits de cette convention. Elle est entrée en vigueur en France le 19 novembre 1967. Deuxième convention, celle de Washington sur la forme d'un testament international. Entrée en vigueur le 29 novembre 1994, propose une autre forme de testament à côté des trois qu'on connaît. Ce sont les deux seules conventions internationales auxquelles nous sommes liés. Il existe aussi une convention de la de 1989 mais la France ne l'a pas ratifiée. Elle a toutefois servi de modèle au règlement succession du 4 juillet 2012, dernière source que nous verrons. Entrée en vigueur en août 2015. Si on veut être complet dans l'énumération des sources, et qu'on veut évoquer les libéralités, il faut ajouter le règlement Romy de 2008. Reste ensuite à savoir comment on articule ces sources. C'est assez simple. On appliquera la convention de la Haye pour désigner la loi applicable à la forme de testament, dès lors qu'il a été rédigé après l'entrée en vigueur. Si c'est avant on se réfère au droit commun. La convention de la Haye ne s'intéresse qu'à la forme du testament, elle ne régit pas la succession. Le règlement actuel contient une clause de déconnexion, il fait prévaloir la convention sur le règlement. À part cette question de forme de testament, et la question du testament international, pour tout le reste, la seule question pour articuler entre les sources, c'est par rapport à la date du 17 août 2015, date d'entrée en application du règlement. Avant de chercher à déterminer quelle est la loi successorale, il faut vérifier que le règlement est applicable sans quoi on retourne sur le droit commun. Le règlement s'applique aux successions internationales. Que entend-on par succession internationale ayant des incidences transfrontières? La CJUE a eu récemment à préciser ce critère transfrontière, décision du 16 juillet 2020, succession dans laquelle le défunt, ressortissant d'un État avec lequel il n'a pas rompu ses liens, et avait des biens aussi bien dans l'État de sa nationalité que celui de sa RCE. Alors que les successibles ont leur RCE aussi bien dans un que dans un autre. Le simple fait de ne pas résider dans l'État de sa nationalité est un critère d'internationalité. Le fait aussi de résider dans un État et de posséder des biens dans un autre État. Applicable même si la loi désignée n'est pas celle d'un État membre. Caractère universel de la loi désignée, précisé article 20 du règlement. Deuxième chose à vérifier, le champ d'application matériel du règlement. Parmi les premières dispositions, un article 1, et un autre, l'article 3 qui contient des définitions. Le règlement s'applique aux questions civiles, à l'exclusion des questions fiscales, douanières et administratives. Ensuite, l'article 1 dresse une série d'exclusions. Il exclut l'État et la capacité des personnes. L'État c'est la filiation et la conjugalité. Peut se poser la question de savoir si le défunt était bien marié, ou la question d'un lien de filiation avec le défunt. Ces questions ne sont pas régies par le règlement succession. Il ne s'applique pas non plus aux relations de famille de nature économique, exclusion des RM et des obligations alimentaires. Sont également exclus la validité en la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement. Sont exclus également les droits et biens transmis par libéralité. Mais aussi les questions qui relèvent du droit des sociétés. Exclusion de ce qui touche à la constitution, fonctionnement et dissolution des trusts. Le traitement successoral du trust entre dans le champ du règlement. Voir article 23 du texte. La nature du droit réel dépend de la loi du lieu de situation du bien, l'ex-ray cité. Enfin, sont exclus les inscriptions sur des registres publics, notamment la publicité foncière. Le règlement vise les successions, testamentaires ou ab intestat, mais aussi les pactes successoraux. On peut regarder l'article 3 du texte, celui qui donne des définitions. Succession, la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat. La date d'ouverture de la succession peut être la date du décès, mais peut résulter de la déclaration d'absence ou de la déclaration judiciaire de disparition. La loi du lieu du décès n'importe peu. On peut décéder n'importe où dans le monde, ça ne changera pas la loi successorale.
Il se peut que la loi successorale qui sera désignée prévoie autre chose, notamment pour la date de l'ouverture de la succession. Ce qu'on vient de voir, c'était si la loi française était désignée. Si on revient sur l'intitulé du texte, on voit qu'il est complet, il traite les conflits de juridiction mais aussi les conflits de loi pour les successions à cause de mort. S'il y a une décision rendue, comment cette décision est-elle reconnue et exécutée dans les autres États? Dernière chose, dans son domaine matériel, le règlement succession, depuis le 17 août 2015, remplace entièrement les règles de source nationale. Là on distingue selon qu'il s'agisse d'un problème de conflit de loi ou de conflit de juridiction. On fera selon la date de décès, s'il est décédé avant le 17 août 2015, droit commun, après règlement pour les conflits de juridiction, le règlement remplace entièrement les règles antérieures. Pas de subsidiarité. Si les juridictions d'un État membre ne sont pas compétentes en vertu du règlement, et que l'une de ces juridictions est saisie, le juge saisi constate qu'il n'est pas compétent, et décline sa compétence. Champ d'application spatial et champ d'application temporel. Sur le champ spatial, il y a les États membres liés par le règlement. 25 États liés par le règlement. Royaume-Uni, Danemark et Irlande ne sont pas liés. L'expression État membre est utilisée à plusieurs reprises dans le texte. Or on entend un État lié par le règlement. Le règlement ne pourra dès lors pas déterminer si les juridictions danoises sont compétentes. Seul le DIP danois peut le dire. On verra que cette notion d'État membre lié aura son importance quant à la notion du renvoi. Le règlement s'applique en métropole, dans les DOM, mais pas dans les pays et territoires d'outre-mer. Dans ces territoires, on applique le droit commun. Champ d'application. Articles 83 et 84. Le texte entre en vigueur le 16 août 2012. Ensuite, il est entré en application dans son intégralité à compter du 17 août 2015. L'ensemble du texte s'applique dans sa totalité depuis cette date. Toutefois, les articles 83 et 84 nous montrent que certaines dispositions sont entrées en vigueur avant le 17 août 2015. Il s'agit notamment des articles 77, 78, 79 et 81. D'autres dispositions à cause de mort applicables avant le 17 août 2015, notamment le choix de sa loi successorale. Il est prévu par l'article 83. Possibilité exclue si le défunt est mort avant le 17 août 2015. Il était possible de choisir sa loi, à condition que son rédacteur décède seulement après le 17 août 2015. S'il décédait avant, le choix était caduc. Rappelons ce qu'on doit faire par application du droit commun, puis en application du règlement. Quelles règles de conflit mettons en œuvre pour les successions avant le 17 août 2015, après, et pour les outre-mer non soumis au règlement? Avant, on était soumis à une règle de conflit scissionniste, ou dualiste, elle distinguait selon qu'on avait une succession mobilière ou immobilière. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont soumis à la loi française. Très tôt, la jurisprudence a bilatéralisé cette règle. Les immeubles sont soumis par leur lieu de situation. Arrêt Stewart qui a bilatéralisé la règle. De l'autre côté, les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt. Pour les meubles, on présume que les biens meubles d'une personne se situent au lieu de son domicile. Mais cela a plusieurs conséquences, la loi du premier domicile va désigner une loi pour tous les biens meubles. Même si les biens sont géographiquement situés dans un autre pays. C'est une présomption irréfragable, on ne peut pas démontrer que le bien se situe ailleurs que dans le lieu du domicile. Pour les biens immobiliers, on désigne la loi du lieu de situation de chaque immeuble. Cela a pour conséquence que si le défunt a un immeuble dans plusieurs pays, et qu'il a son dernier domicile dans un autre pays, la conséquence de cette double règle de conflit est le morcellement de la succession, il y aura autant de lois successorales que de masses à partager. Le morcellement se fait indépendamment de la nationalité du défunt. Le notaire ne pourra peut-être pas tout liquider à 100%, parce qu'il n'a pas le pouvoir de procéder aux formalités de publicité foncière à l'étranger. Affaire Forgo, pour le droit allemand désigné, Forgo avait son domicile en France. Donc renvoi à la loi française, loi du domicile de fait. Dans les années suivantes, on a continué à faire usage du renvoi, mais seulement pour les successions mobilières. C'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à faire usage du renvoi en matière immobilière. La première fois, arrêt Balestrero. Arrêt 20 juin 2006 Wildenstein. On se limite au renvoi au premier degré. Solution clarifiée en 2009 par un arrêt Riley, il précise les conditions de mise en œuvre de renvoi. Le renvoi n'est admis qu'à la condition qu'il permette d'assurer l'unité successorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le premier exemple, la succession mobilière est régie par la loi française, un immeuble est situé en Italie. La loi française désigne la loi italienne, qui elle désigne la loi nationale, la loi française. Vu que la loi française était déjà applicable à la succession mobilière, le renvoi permet qu'elle le soit aussi pour la succession immobilière. Si elle ne permet pas la désignation d'une seule loi successorale, on devrait refuser le jeu du renvoi. Arrêt Tassel de 2010. Français décédé en Espagne. Il a des immeubles dans les deux pays. Litige entre les héritiers saisissent les juridictions françaises sur la base des articles 14 et 15 du Code civil, privilège de nationalité. Maintenant le règlement. Le règlement repose sur un principe d'unité successorale. Ce qui conduit à désigner une seule loi, quelle que soit la nature du bien. Un seul rattachement, la dernière résidence habituelle du défunt. Article 20, prévoit le caractère universel de la loi désignée. L'article pose le nouveau rattachement en matière successorale. Il utilise un nouveau rattachement. Définir ou déterminer le sens de résidence habituelle au sens du règlement sera différent que le définir au regard du règlement RM ou autre règlement. C'est l'endroit où une personne fixe le centre de sa vie, où sont localisés ses principaux intérêts. Considérant 23 et 24 du règlement. Les notaires ont également élaboré un tableau. Article 21, désigne la loi de la dernière résidence habituelle.
La détermination de cette dernière résidence aide aussi à connaître le juge compétent. Considérant 23, afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'état concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'état concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. On va insister sur la deuxième phrase, en gras. Il faut définir la résidence habituelle au regard de ce considérant. Seulement en cas de difficulté on regardait la considérant 24. Si on réexamine le considérant 23, on peut considérer qu'il retient à la fois des critères objectifs et subjectifs. Pour les critères objectifs, on a la durée et la régularité de la présence du défunt dans un pays. La notion de résidence habituelle suppose une habitude de résider quelque part, d'installer son milieu de vie, et requiert une certaine stabilité. Pour créer des habitudes il faut du temps et de la répétition. Une durée de quelques mois peut parfois suffire à créer une nouvelle résidence habituelle. Il n'est pas obligatoire que cette résidence soit ininterrompue, c'est pourquoi la régularité peut suffire. C'est la présence physique, là où le défunt habite, habitude. Concernant les critères subjectifs, à la fin de la deuxième phrase. Quelles sont les raisons et conditions de la présence du défunt dans cet état? Non seulement on constate que c'est là où il est le plus présent. Il faut aussi utiliser ces critères objectifs au regard de la troisième phrase, fin du considérant 23, lien étroit et stable avec le lien concerné. Le tout doit révéler un lien étroit et stable avec l'état concerné. Par exemple, on va objectivement constater qu'une personne, dans les dernières années de sa vie était présente en France durant sa vie, mais à la fin elle réside en Suisse pendant 2 ou 3 ans. Fait objectif. On examine ensuite les critères objectifs. On apprend les conditions de sa présence en Suisse. On constate qu'elle était dans une clinique, car elle était gravement malade. Ça nous fait glisser vers les raisons de sa présence en Suisse, par exemple elle est atteinte d'une maladie dont le médecin suisse est spécialiste. On pourrait constater que, en dépit de cette résidence en Suisse dans cette clinique, ses amis restaient ses amis de France. On conclut des éléments subjectifs que la personne ne souhaitait pas centraliser en Suisse ses intérêts. La première illustration de la mise en œuvre de ce considérant 23 nous a été donnée en 2019 par le TGI de Nanterre dans une orthographe du 28 mai 2019 à affaire Johnny Hallyday. Il avait déshérité ses enfants par des trusts testamentaires. Déclare comme unique légataire Laetitia et ses filles adoptives, et exhérédé David et Laura. Il déclarait également avoir son domicile dans l'État de Californie, et que la loi était applicable à sa succession. Le tribunal de Nanterre, la première chose qu'il devait faire, c'était de vérifier s'il était internationalement compétent. Le règlement succession, pour les conflits de juridiction, remplace les règles de droit commun. C'est donc au regard du règlement succession qu'ils ont dû déterminer la dernière résidence habituelle de Johnny. Johnny faisait de nombreux allers-retours entre Saint-Barth, la métropole, et sa résidence en Californie. Les juges de Nanterre se sont uniquement inspirés du considérant 23, sans avoir recours au considérant 24 qui vise les cas complexes. S'agissant de la présence de Johnny en Californie, il y allait notamment pour enregistrer ses albums. Si on examinait sa vie professionnelle, il était inconnu de la scène américaine. Également, pour la durée et la régularité de la présence du défunt, il faut comptabiliser la durée dans chaque lieu. Pour y parvenir, on a tenu compte des données de géolocalisation des différents postes que les couples envoyaient sur les réseaux sociaux. On en a conclu que le temps de présence en France était supérieur au temps de présence aux États-Unis. Le considérant 24 offre des critères complémentaires, qui ne doivent être utilisés que si le cas est considéré comme complexe. Considérant 24, dans certains cas, il peut s'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre état pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son état d'origine astérisque. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son état d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D'autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs états ou voyageait d'un état à un autre sans être installé de façon permanente dans un état astérisque. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces états où il y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ses biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. On pense par exemple aux travailleurs détachés. On pense ici aux voyageurs nomades. Ou qui a son cœur dans 2 pays, une vie sociale et familiale dans 2 pays. On peut tenir compte de ses biens ou nationalités. On a une illustration dans un arrêt de mai 2019, première ci 29 mai 2019, où l'on s'est fondé sur les considérants 23 et 24 pour déterminer la résidence habituelle du défunt. Là aussi il s'agissait de déterminer la compétence du juge. Il s'agit alors d'un défunt décédé et qui réside aux États-Unis. Il avait visiblement été partagé entre la France et les États-Unis. On est alors dans la même configuration, il partageait sa vie en vivant de manière alternée dans plusieurs États. Pour trancher et aboutir à l'incompétence du juge français, les juges ont tenu compte de sa nationalité américaine, là où il avait exercé son activité professionnelle, du lieu de rédaction de son testament, il possédait plusieurs immeubles aux US, y avait son domicile fiscal, y votait, et souhaitait y être enterré. Pour aider à déterminer cette résidence habituelle, la pratique notariale a élaboré le tableau dont on a parlé précédemment. Le tableau ne distingue pas selon qu'on est dans le cadre du considérant 23 ou 24. On ne devrait pas tenir compte de la nationalité si on n'est pas dans un cas complexe. Enfin,
Dernière chose à dire pour déterminer la résidence habituelle, précisez récemment pas une décision première CIV 12 juillet 2023, la résidence habituelle n'est pas forcément située dans le pays où le défunt a passé les derniers mois de sa vie. Dans cette espèce, il s'agissait d'un homme qui avait résidé en France toute sa vie, 5 mois avant son décès il s'installe au Portugal, y achète un immeuble, commence à apprendre le portugais. Il a conservé en France la propriété d'un bien, est toujours inscrit sur les listes électorales en France, les bénéficiaires du contrat d'assurance vie résident en France. Ils ont considéré que le centre de sa vie sociale était en France et pas au Portugal. Les juges y avaient même vu comme une fraude à la réserve. Ensuite, article 21 du texte. Si on le lit, on voit qu'il contient un 2. Article 21.2, lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1. La loi applicable à la succession est celle de cet autre État. Une fois désignée la loi de la dernière résidence habituelle, il se peut qu'on doive faire jouer le renvoi. Pour le renvoi, il figure article 34 du texte. L'article 34. Renvoi. 1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient a. À la loi d'un État membre, ou b. À la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. 2. Aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, à l'article 27, à l'article 28, point b, et à l'article 30. Récapitulons, il faut que la règle de conflit désigne la loi d'un État tiers au règlement. Donc un État non membre de l'UE, ou la loi d'un État de l'UE non lié, comme le Danemark. Puisque le règlement harmonise et qu'on a un seul rattachement, on n'a priori pas besoin du renvoi, sauf État non européen. On ne va pas simplement appliquer le droit interne de cet État tiers, on va aussi interroger les règles de DIP de cet État. Une fois faite cette désignation, on va interroger les règles de conflit de loi de cette loi désignée. C'est là ensuite qu'on va vérifier que l'une des deux hypothèses de l'article 34 est réalisée. La première, si la loi désignée renvoie vers la loi d'un État membre, lié par le règlement, ou bien si elle renvoie vers un État tiers qui appliquerait sa propre loi. On désigne la loi marocaine, loi qui dit que les successions sont régies par la loi nationale. Or notre défunt est français. Le droit marocain renvoie vers la loi d'un État membre. La deuxième hypothèse c'est qu'on désigne un État tiers, qui fait appliquer sa propre loi, donc pas de renvoi de second degré. Pour illustrer, un Algérien qui a sa dernière résidence habituelle au Maroc. On désigne la loi marocaine qui renvoie au droit algérien. On interroge alors le DIP du deuxième État. Le DIP algérien nous dit que c'est la loi nationale qui s'applique. Comme le défunt était algérien, l'État tiers désigne sa propre loi. Donc ça s'applique. Si notre défunt était argentin, la loi argentine désignant la loi du domicile, le renvoi ne peut pas jouer. Quelques remarques. D'abord si le renvoi aboutit au morcellement de la succession, ce qu'on pourrait envisager, on ne peut pas faire jouer la jurisprudence Riley-Forgo etc., car elle est élaborée pour le droit commun. Car le règlement succession prime sur la jurisprudence Riley. Normalement la compétence juridictionnelle coïncide avec la compétence législative, le juge saisi est par principe celui de la résidence habituelle. Ça pourrait surgir devant les tribunaux lorsque le juge est compétent sur un autre fondement. Le notaire lui aura fréquemment à faire jouer le renvoi. Car lui a une compétence illimitée. Et le notaire compétent n'est pas celui de la résidence habituelle. Dès lors qu'il est requis, il doit fournir son office. La compétence internationale du notaire est quasiment illimitée, du moins largement plus étendue que celle du juge. Dernière remarque à propos du renvoi, résulte du 2 de l'article 34. Le 2 dit qu'aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées supra. Loi des liens les plus étroits, théorie générale de conflit de loi, le renvoi est exclu lorsqu'on se base sur les liens les plus étroits, cas où la loi est désignée par l'article 22, lorsque la loi successorale a été choisie par la professio juris. Article 27 pour la forme des dispositions à cause de mort. Pour la résidence habituelle, il faut vérifier qu'il n'y a pas de renvoi. Mais on peut aussi faire jouer l'ordre public international, ou une loi de police. Au simple stade de la désignation de la loi applicable, il faudrait le faire directement. Deuxième volet important du règlement, qui consiste à déterminer volontairement la loi applicable. Article 22, désigné sous l'appellation de professio juris, profession de droit. La personne qui prépare sa succession. On a permis de faire ce choix dès l'entrée en vigueur du règlement, donc avant le 17 août 2015. Le choix est valable dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 3, ou valable au regard des dispositions applicables au moment du choix dans l'État dont la loi est désignée. La professio juris est donc valable dès lors qu'elle a été faite après le 2012, c'est l'article 83 qui valide le dispositif. Auparavant, même pour les successions testamentaires, on ne permettait pas de choisir la loi applicable. Le nouvel article 22 du règlement prévoit. Article 22. 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Quand il est dit que cette loi s'appliquera à l'ensemble de la succession, ça veut dire qu'on n'aura pas de morcellement. Le principe d'unité successorale est préservé. Autre chose, le choix est limité. Contrairement à ce qu'il peut se passer pour un contrat, on ne peut choisir a priori qu'une seule loi. En revanche, on peut posséder plusieurs nationalités. On peut choisir la loi de la nationalité qu'on aura à son décès. Par là, on valide le choix qui aura été fait. C'est une préservation contre le conflit mobile. Il peut se passer de nombreuses années avant le décès, et on change de nationalité. S'il n'a pas fait de démarche pour remettre en cause le choix effectué, ce choix reste valable.
Il faut donc veiller à la rédaction des dispositions à cause de mort, et à la mettre à jour en cas de changement de nationalité. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens, je fais des démarches pour être nationalisé français. Je n'ai pas la nationalité au moment de l'acte, mais je l'ai au moment du décès. Alors pour valider le choix qui aura été fait, on permet de se placer par anticipation au moment du décès. La loi choisie sera donc la loi nationale. Comme forcément où on choisit, on fait comme si on décédait ce jour-là, c'est-à-dire qu'on anticipe sur notre succession. Le reste de l'article 22, notamment 2 et 4, traite de la validité en la forme de ce choix. L'article 22 nous dit que ce choix est formulé de manière expresse dans « à cause de mort » ou résulte des termes d'une telle disposition. On n'est pas obligé de rédiger notre testament, juste la forme que ça va prendre est la même que celle d'un testament. Ça veut également dire que la loi applicable à la forme de cette disposition va être celle qui est désignée, soit par l'article 27 du règlement, qui traite de la forme des dispositions à cause de mort, soit la loi désignée par la Convention de La Haye de 1961 sur la forme des testaments. Il y a peu de chances qu'une disposition testamentaire qui comprend des éléments d'extranéité soit annulée, du fait des critères de rattachement en cascade. La Convention de La Haye ne s'applique pas aux dispositions verbales. Il suffit qu'on ait respecté l'une des lois, même la plus permissive, pour que la disposition soit valable. Comme on est dans un contexte international, on n'est pas obligé de suivre les exigences formelles du droit français, on peut se baser une loi désignée par la Convention de La Haye. Soit le choix est formulé de manière expresse, soit il résulte des termes utilisés dans le document. On conseille bien entendu de le dire expressément. La validité au fond, notamment sur les vices de consentement, sera appréciée au regard de la loi nationale choisie. Si on est sollicité par quelqu'un qui veut rédiger son testament, et même si on n'est pas dans un contexte international, il peut être utile et judicieux de proposer d'inclure le choix de la loi successorale. La Cour de justice a récemment précisé plusieurs choses, ce choix en faveur de la loi nationale peut être celui d'une loi d'un État tiers à l'UE. Prochaine thématique, la mise en œuvre de la loi successorale. On a désigné la loi où elle a été choisie, mais peut-il y avoir des dérogations ? Il sera ici question de loi de police, d'ordre public international, de fraude à la loi. Il y a également beaucoup de choses à dire sur ces questions. Est-ce qu'une loi de police peut empêcher l'application de la loi successorale ? La loi de police évince la règle de conflit elle-même. Par ailleurs, la loi de police est une disposition impérative du droit interne, dont on va étendre l'impérativité à l'international, pour des raisons d'intérêt général. Liées à l'intérêt du social politique économique du pays. Définition de France Kakaki, reprise article 9 du règlement Romy. En revanche, si la loi successorale est une loi étrangère, la question qui peut se poser c'est, y a-t-il une disposition impérative du droit français, dont l'impérativité pourrait s'imposer alors même que la loi successorale est une loi étrangère? Si oui, on identifie alors une loi de police. Pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, ou celles qui ne sont pas soumises au règlement 2012, oui c'était possible de voir appliquer des lois de police. Il y avait notamment une loi de police, issue d'une loi de 1819, qui prévoyait un droit de prélèvement sur les biens situés en France. La Cour de cassation dans un arrêt première civ 10 octobre 2012, a qualifié de loi de police les règles françaises en matière d'attribution préférentielle de certains biens. Des biens qui en raison de leur destination économique et sociale, ici une terre agricole, bien que la loi successorale soit la loi belge, l'exploitation agricole se situait en France. On a estimé que, pour des raisons économiques, on attribue le bien. On n'en a pas identifié d'autres en application du droit commun. Qu'en est-il au sens du règlement? Il ne contient pas de réserve générale relative aux lois de police, contrairement au règlement de Romy qui prévoit explicitement la possibilité de les appliquer. En revanche, il y a quand même deux dispositions, dont l'objet est restreint, qui sont assimilées à des lois de police, article 29 sur la nomination et les pouvoirs de l'administrateur de la succession, et l'article 30 qui concerne certains biens qu'on pourrait appeler une disposition relative à l'attribution préférentielle de certains biens. La fraude à la loi relève de la théorie générale des conflits de loi. Il est admis que cette réserve est un principe général du DIP qui transcende les textes. Donc ça ne change rien que rien ne soit prévu dans le règlement à ce sujet. À chaque fois que les intéressés ont soit modifié artificiellement les circonstances dont dépend la loi applicable, soit se sont placés sous l'empire d'une loi successorale. Affaire Caron jugée dans les années 80, arrêt de 1985. Il déménage dans un paradis fiscal. Il avait, pour l'immeuble situé en France, créé une SCI, à laquelle il avait apporté l'immeuble ameubli, pour qu'il y ait dans sa succession que des valeurs mobilières. Ça ne permettait pas d'échapper à l'application de la loi française. Il a donc fait un trust, il transfère la propriété de biens au trustee, à charge pour ce dernier de transférer les parts à la bénéficiaire. La troisième dérogation possible à l'application de la loi successorale est relative à son éviction possible pour contrariété à notre conception française de l'ordre public international. L'application pourrait-elle être évincée pour contrariété de notre conception française de l'ordre public international? Ce mécanisme intervient au dernier stade de l'application de la loi de conflit. Il n'est pas question ici d'impérativité, mais d'application de lois étrangères contraires à l'OPI. On fait référence à notre conception des rapports juridiques, de la société française, et des valeurs fondamentales auxquelles on ne peut pas déroger. Dernier rempart contre ce qu'on ne peut pas appliquer car nous apparaît comme trop choquante. Il ne s'agit pas d'évincer tout le droit étranger. C'est de l'application concrète à un rapport juridique dont il est question. Par exemple la répudiation unilatérale, ou la polygamie. Ce n'est pas pour ça qu'on rejettera forcément le droit de ces États dans leur intégralité. Pour les successions internationales, il faudra aussi distinguer selon que la question se pose devant le juge ou qu'elle se pose devant le notaire. La question se pose devant le juge, parce que c'est le juge qui dit que l'application de telle loi étrangère est contraire à l'OPI. Il se pourrait qu'une loi successorale étrangère conduise à un résultat que nous estimons choquant. Si, par exemple, la loi successorale étrangère pose une condition discriminatoire, d'ordre racial, religieux, sexiste, l'application de cette loi en France est contraire à l'OPI. La question peut se poser pour la polygamie. Mais aussi pour la réserve héréditaire. Pour la polygamie. On constate que la loi successorale désigne les conjoints survivants comme héritiers. Le notaire constate que le défunt avait 2 ou 3 épouses. La question déjà est celle de la validité d'un des mariages.
Mais tant que le mariage n'est pas annulé, il produit ses effets. Le notaire lui-même ne peut pas le considérer comme nul. Puisque les mariages sont valables, et que la situation concerne des personnes de nationalité étrangère, le notaire français va liquider la part attribuée au conjoint. Il va la calculer selon qu'il y a ou non des enfants. Cette part sera alors divisée en autant d'épouses légitimes. Il y a une autre situation qui s'est posée en jurisprudence, hypothèse où l'une des épouses était une épouse française, résidant en France, et qui était la première épouse du défunt. La Cour de cassation, dans un arrêt de 1988, arrêt Bazise, a considéré que, bien que valable, le mariage ne pouvait pas produire d'effet à l'encontre de la première épouse française. Si la première épouse n'avait pas été française, on n'aurait peut-être pas eu la même solution. À compléter. Dernière question sur l'OPI, qu'on verra au prochain cours, la réserve héréditaire. Décision première ci 21 novembre 2012, qui met en jeu la question de la validité d'un testament, sachant que les textes s'appliquent également à une succession testamentaire. La loi applicable est aussi sur le fond du testament. Dans cette espèce, il était question d'une disposition du testament qui mettait une condition religieuse pour transmettre au bénéficiaire. Il fallait que le bénéficiaire se convertisse à la même religion que les auteurs du testament. Ça portait atteinte à la liberté de confession. Revenons à la réserve. Lorsque la loi étrangère ne connaît pas la réserve, est-ce qu'on l'écarte? Sur cette question, deux arrêts importants rendus le 27 septembre 2017 par la première CIV, arrêt Jarre et arrêt Colombier. Succession de Maurice Jarre, père de Jean-Michel Jarre. Un peu comme avec Johnny, les enfants avaient été écartés de la succession par testament. Ses héritiers revendiquaient l'application de la loi française. La Cour de cassation dit qu'une loi étrangère désignée par la loi de conflit, qui ignore la réserve, n'est pas en soi contraire à l'OPI français. Toutefois, une précision doit être apportée, elle ne peut être écartée que si son application concrète au cas d'espèce conduit à une situation incompatible aux règles du droit français considérées comme essentielles. Elle donne un exemple, pour dire que la réserve pourrait jouer si l'application de cette loi étrangère conduit les enfants à se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin. Ce qui est nouveau, c'est de considérer que le fait de se trouver dans une situation de besoin serait contraire aux règles du droit français. Ça ne serait pas convaincant selon Ralsei, car la réserve en droit français n'a jamais eu de vocation alimentaire. Les héritiers ont saisi la CEDH dans un arrêt de février 2024, pas de droit général et inconditionnel des enfants à hériter de leurs parents. Ce qu'elle a aussi rejeté, c'est l'inconventionnalité de l'abrogation du droit de prélèvement, instauré en 1819, abrogé en 2011. Le droit de prélèvement est un remède possible à la non-protection de la réserve, pas sûr, écart a été réinstauré sous une forme particulière. Voilà une autre illustration de ce que ne comprend pas l'OPI. Ce sont des décisions rendues sous le droit antérieur au règlement succession, car elles avaient été ouvertes avant son entrée en vigueur. Toujours valable à ceci près qu'il est prévu dans le règlement article 35 qu'on peut toujours faire jouer l'OPI pour contrariété à l'OPI du fort, mais on aura une différence de degré d'incompatibilité, au terme du règlement. L'application d'une loi ne peut être écartée que si celle-ci est manifestement incompatible avec l'OPI du fort. Comment le notaire doit-il réagir face à des lois étrangères qui heurtent sans contestation possible l'OPI? Le débat a lieu en doctrine pour discuter de ce qu'est l'office du notaire. Le notaire a-t-il le pouvoir d'écarter une loi manifestement incompatible avec l'OPI? Lorsqu'il est requis pour une succession, il désigne la loi applicable et l'applique, même en cas de renvoi. Ça fait partie de son office. En revanche, ce qui est discuté, c'est l'OPI. Un notaire n'est pas une juridiction. Faire application de l'OPI, c'est évincer une loi applicable. Beaucoup d'auteurs disent que ça relève d'un pouvoir juridictionnel dont le notaire est dénué. Ça fait quand même débat. On fait quoi si on dit qu'il n'a pas le pouvoir d'écarter la loi étrangère? Deux possibilités, la première serait d'appliquer la loi étrangère tout en informant les intéressés sur le risque d'inefficacité de l'acte. L'autre possibilité c'est de refuser d'instrumenter. Dans les textes qui réglementent la profession de notaire, il est dit que le notaire doit officier en respectant les dispositions obligatoires, et qu'il ne doit pas officier si son acte est illégal ou inefficace. Sur le droit de prélèvement. C'était un droit prévu initialement par la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abrogation du droit d'aubaine par lequel les étrangers n'héritaient pas, le seigneur ou le roi héritaient à leur place. Son article 2 prévoyait ceci, dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers, que ce soit en vertu des lois et coutumes locales. De quoi s'agissait-il? Cela visait l'hypothèse où la succession était régie par une loi étrangère, dont se trouvait évincé un certain nombre d'héritiers, notamment les réservataires. On peut reprendre l'affaire Johnny, où les héritiers réservataires se retrouvaient évincés de la succession de leur père. Ça c'est le point de départ. Ensuite, la loi de 1819 prévoit que, si des biens de la succession se trouvent en France, les héritiers évincés peuvent prélever sur ces biens situés en France, ce qui correspond à la part dont ils ont été évincés. Ça dépend de la QD, du nombre d'héritiers. Dans le cas d'espèce, l'héritier était totalement évincé. Si des biens sont situés en France ça le fait, à défaut c'est impossible, et ses parents, dont ils connaissaient l'adresse, brûleraient. Ce droit de prélèvement a été interprété comme étant un privilège au profit des héritiers français. Ce qui conduirait, s'il y avait des enfants de nationalités différentes, que seuls ceux de nationalité française puissent réclamer ce droit de prélèvement. C'est la raison pour laquelle ce texte a été déclaré inconstitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 5 août 2011, a déclaré cette disposition inconstitutionnelle, comme heurtant le principe d'égalité. Le texte a donc été abrogé, et l'a été immédiatement, pour toutes les successions ouvertes à compter du 6 août 2011. Ça a posé deux questions, certains commentateurs ont dit que si on relit l'art 2 de la loi de 1819, deux interprétations étaient possibles, ceci pouvait se rapporter à tous les cohéritiers évincés sans tenir compte de leur nationalité. Quid des successions ouvertes avant la décision du Conseil, mais non encore partagées. Voire même qui faisaient l'objet d'un litige. La Cour de cassation dans ses deux arrêts de septembre 2017 a reconnu l'effet immédiat de l'abrogation du droit de prélèvement, même pour les procédures en cours. C'est là-dessus qu'a répondu la Cour EDH en 2024, car les héritiers Jarre et Colombier faisaient valoir que l'abrogation du droit de prélèvement était contraire à leurs droits fondamentaux.
Mais le droit de prélèvement qu'on a chassé par la porte est revenu par la fenêtre, à l'occasion d'une loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme. Articles 913 et 921. L'article met à la charge du notaire, al. 2, un devoir d'information au profit des héritiers. Ce nouveau droit de prélèvement est critiqué en doctrine. Non pas la réapparition en tant que telle, mais plus le contexte de la loi de 2021 sur le séparatisme, et ce à quoi cette loi aboutit. Pour rappel, la loi de 2021 avait pour objet de lutter contre l'islamisme radical et les séparatismes. Par ailleurs, pour dire que la loi manque sa cible, elle ne traite que de la réserve. Or, on voulait se protéger contre les lois étrangères discriminatoires, surtout les lois inspirées du droit musulman. Mais ce droit connaît la réserve héréditaire. En ne mentionnant que la réserve, on manque notre but. Du coup ça ne peut servir que contre des lois anglo-saxonnes, ou autres qui ne connaissent pas la réserve. Mais pas contre les droits chariatiques. Que fait-on si le droit prévoit une réserve, mais prévoit moins? A priori on ne peut pas faire jouer l'article 913. Dernière remarque, avec le lien que ce nouveau droit de prélèvement instaure avec l'UE, on voit qu'un lien faible avec l'UE suffit. Un Californien qui a sa résidence habituelle aux EU, tous résidents aux EU, sauf un qui réside en Slovénie, et des biens se situent en France. Un des enfants peut se prévaloir du droit de prélèvement français. Quelques difficultés, l'article 913 ne pourra être appliqué que si la loi française est applicable à la succession. En cela il contient lui-même une contradiction. Parce qu'il vise un cas où la loi successorale est une loi étrangère, ne connaissant pas la réserve. Donc à quel titre la loi française peut-elle s'appliquer? Comme une loi de police? On voit mal comment elle s'appliquerait sans violer le règlement de 2012. Autre question que l'on se pose, le droit de prélèvement, même avant, pour être exercé, suppose une décision de justice. Là aussi, sur quel fondement le juge français peut-il être compétent? Par principe, les juridictions compétentes sont celles de la résidence habituelle du défunt. Si l'intéressé a sa résidence habituelle dans l'UE, pour que le droit français s'applique? À moins que le défunt ait exercé sa professio juris en choisissant la loi française. On en a fini avec les dérogations à la loi successorale. À quelle question s'applique la loi successorale? Déjà, on sait que c'est aussi bien aux successions ab intesta qu'aux successions testamentaires. Mais aussi à tout ce qui concerne l'ouverture de la succession, la cause, le moment d'ouverture, lieu d'ouverture. La loi successorale va déterminer quels sont les successibles, et la vocation héréditaire de tout le monde, les qualités requises pour succéder, et les parts auxquelles chacun a droit. La loi successorale est? Elle s'applique également à la capacité de succéder. On peut s'interroger, car on avait dit que le règlement ne s'appliquait pas à l'état et la capacité des personnes. Il avait été admis que les incapacités spéciales de jouissance dépendent de. Par exemple, l'enfant à naître a-t-il la capacité de succéder? Ça dépend de la loi successorale. Mais également tous les droits de retour, ce qui a trait au rapport etc. les droits préférentiels, le droit viager au logement. Article 710-1 du Code civil, empêche d'effectuer directement les formalités de publicité foncière. Il faut que l'acte soit réitéré devant un notaire français pour être enregistré au SPF. Il était question de modifier cela mais le texte en question a été annulé, OCE sur la publicité foncière pas ratifié dans les temps, 710-1 reste applicable pour le moment. Les règlements remplacent le droit français antérieur. Le juge doit se déclarer incompétent par application du règlement. Les règles de compétence sont fixées article 4 et S du règlement. Le principe général est énoncé article 4. Sont en principe compétentes les juridictions d'un État membre où le défunt avait sa dernière résidence habituelle. Parmi les compétences dérogatoires, c'est article 5, 6, 7. Il s'agit de compétences dérogatoires dont l'application ne se pose que s'il y a eu professio juris. Le cas échéant, il est possible de prévoir un accord d'élection de fort entre les héritiers, en faveur des juridictions de l'État dont la loi avait été choisie. Conditions de forme prévues article 5. L'article 7 prévoit également. Ensuite, il y a également une compétence subsidiaire prévue par l'article 10 du règlement, dans le cas où le défunt avait sa résidence dans un État tiers à l'Union, mais possède des biens dans l'UE. Alors les tribunaux du pays où se trouvent des biens successoraux peuvent être compétents pour statuer sur l'ensemble de la succession, soit lorsque le défunt a la nationalité de cet État, soit il y avait sa résidence habituelle moins de 5 ans avant un dernier changement de résidence habituelle. L'article 10 prévoit que si ces conditions ne sont pas remplies, les juges où se trouvent les biens successoraux peuvent être compétents, mais seulement pour les biens qui se trouvent sur son territoire. Dernière compétence nouvelle prévue par le règlement, c'est de prévoir un fort de nécessité article 11. Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente, elles peuvent l'être à titre exceptionnel si aucune procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans un État tiers avec lequel l'affaire a des liens étroits. Il faut que ce soit exceptionnel, et une impossibilité de saisir les juges qui ont un lien étroit avec l'affaire, par exemple si le pays est en guerre. Il faut un lien, ça peut être au titre de la nationalité du défunt ou l'un des héritiers. Ces règles de compétence, il est important de connaître leur existence, pour conseiller en cas de litige. Une fois qu'une décision est rendue, le règlement prévoit également la circulation des décisions de justice. Cela ne vaut que pour les décisions rendues par un État lié par le règlement. Plus original que les autres textes, le règlement succession permet une circulation des actes authentiques. Ils peuvent être reconnus et exécutés dans tous les États membres, ce que prévoit l'article 59 du texte. Le règlement de 2012 a instauré aux articles 62 et S. L'article 63 décrit les finalités de ce certificat successoral. Document qui contient certaines informations, et permet de faire la preuve de la qualité d'héritier ou de légataire, de faire la preuve de sa qualité d'exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession. Le certificat permet de faire la preuve de l'attribution d'un ou plusieurs biens déterminés. Cependant, ce document n'est pas obligatoire. Mais qui est compétent pour le dresser ou délivrer? C'est indiqué article 64, délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est soit une juridiction comme définie par l'article 3, ou toute autre autorité compétente pour régler la succession en vertu du droit national. Le certificat n'a de sens qu'entre États liés par le règlement. Les successions testamentaires et pactes successoraux.
Pour les successions testamentaires, même en vertu du droit commun, on les a assimilées aux successions légales. On distingue ça des libéralités. On a toujours distingué, pour le traitement des successions testamentaires de la désignation de la loi applicable, les conditions de fond des distinctions de forme. Pour les conditions de fond, on applique les mêmes règles que pour les successions légales. Convention de La Haye du 5 octobre 1961, entrée en vigueur en novembre 1967, sur la désignation de la loi applicable à la forme d'une disposition testamentaire. Cette convention de La Haye est favorable, puisque dans son article 1 elle prévoit des rattachements alternatifs. Il suffit que l'une de ces lois permette de valider formellement la disposition testamentaire pour qu'elle soit formellement valable. Permettra de valider formellement la disposition testamentaire. Si une loi interdit le testament holographe. S'il suffit que l'une des lois en confie désignée par la Convention de La Haye, alors le testament sera valable. La jurisprudence a interprété la validité des testaments conjonctifs comme relevant de la forme et pas du fond. Il suffit que l'une des lois admette la validité du testament conjonctif pour qu'il soit valable sur la forme. Première si 21 novembre 2012, se posait la question. Le testament avait été rédigé au Maroc. Le droit marocain admettant la validité des testaments conjonctifs. Deux ou plusieurs personnes y rédigent des dispositions testamentaires. Soit le moment. Pour les immeubles, la Convention prévoit la possibilité d'appliquer la loi du lieu de situation de l'immeuble. Ça fait beaucoup d'options. C'est article 27 du règlement que figurent les règles de conflit de loi sur la forme des dispositions à cause de mort. Inspiré de la Convention de La Haye. C'est peut-être sur le fond qu'il y a du changement dans le règlement. Ça nous conduit à élargir la question aux pactes successoraux. Le règlement, après avoir désigné la loi successorale de manière générale, vu art 21, la Professio Juris article 22, article 23 le domaine de la loi successorale, article 24 et 25 le texte prévoit des dispositions spécifiques concernant la recevabilité, la validité au fond, et parfois concernant les effets, soit d'une disposition à cause de mort, soit un pacte successoral. C'est ainsi que par exemple, pour le premier texte, article 24, disposition à cause de mort autre que les pactes successoraux, il est prévu que la recevabilité et la validité au fond d'une telle disposition est régie par la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne, si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition. Ces deux questions sont régies par la loi successorale. Par la mention de « c'est comme si elle était décédée le jour où elle dispose », on va, pour apprécier la validité au fond, appliquer la loi successorale anticipée. La loi anticipée est soit la loi de la résidence habituelle actée au jour du testament, ou la Professio Juris. Ensuite, pour les pactes successoraux. Là, c'est l'article 25 qu'il faut examiner. Il y a également une chose à faire en premier lieu, vérifier qu'on est bien en présence d'un pacte successoral. Au sens du règlement, il faut se reporter à l'article 3. C'est un accord résultant de testament mutuel, qui confère, modifie ou retire sans contrepartie des droits à une ou plusieurs personnes parties à l'acte. Article 3, le testament conjonctif fait l'objet d'une définition distincte. Donc la notion est à distinguer de celle de pacte successoral. En revanche, le testament mutuel est un pacte successoral. Enfin, certains pactes successoraux connus du droit français sont exclus du champ du règlement, comme la tontine, car assimilés à une clause d'accroissement. Si le pacte concerne la succession d'une seule personne, la recevabilité, validité au fond et les effets entre les parties sont régis par ce que l'on peut appeler la loi successorale anticipée. Ensuite, quand le pacte concerne la succession de plusieurs personnes, les choses se compliquent. On distingue alors la recevabilité du pacte, sa licéité, et de l'autre côté, la validité au fond et les effets. Pour la recevabilité du pacte successoral, on va appliquer de manière cumulative toutes les lois successorales anticipées. Il suffit alors qu'une loi soit contraire pour faire sauter le pacte. En revanche, pour la validité au fond et les effets, parmi les lois successorales, on va appliquer celles qui présentent les liens les plus étroits. L'article 26 dresse la liste de ce qui relève de la validité au fond. L'article 27 désigne la loi applicable à la forme, ce qu'on a vu précédemment. Voyons désormais quelques exemples avec un pacte successoral. Conclu par un Français, qui a sa résidence habituelle en Allemagne. Chez eux les pactes sur succession future sont admis. Dans ce premier exemple, comme il a sa résidence habituelle en Allemagne, et quand bien même il ne l'aurait plus au moment de sa mort, pour la validité et recevabilité de l'acte, on applique la loi allemande. Il n'a pas choisi la loi française comme Professio Juris. Le cas échéant, l'acte aurait été inefficace. La loi successorale anticipée et la loi allemande, le pacte est recevable et valable au fond. Deuxième exemple sur la recevabilité du pacte. Il intéresse la succession de plusieurs personnes. Certaines ont leur résidence habituelle en France, et d'autres ont leur résidence habituelle en Allemagne. On applique de manière cumulative les lois successorales anticipées. Comme la loi française ne permet pas ce type de pacte, et que les lois sont appliquées cumulativement. Troisième exemple, cette fois sur la question de la validité au fond. Parmi ces personnes, certains résident en Suisse et d'autres en Allemagne. S'agissant de la validité au fond et les effets, il faut désigner la loi de l'État qui a les liens les plus étroits. C'est en fonction des éléments de l'espèce. On dit qu'il y a eu Professio Juris. Le pacte ne concerne qu'une seule personne, ici un Allemand. Il a sa résidence habituelle en France. Si pas de Professio Juris, ça serait la loi française qui serait applicable.